Bienvenue, chers étudiants, bienvenue dans la 7e et dernière partie de notre module Entreprise, Concurrence et Europe UCA 4 qui s'intitule Le marché intérieur de l'entreprise entre l'harmonisation et la normalisation. Dans le cadre de cette relation harmonisation-normalisation, la Commission de concurrence de l'Union européenne considère que ce rapport harmonisation-normalisation est un puissant moyen de renforcement de la compétitivité des entreprises dans l'Union européenne pour un marché commun où la concurrence est libre et non faussée. Mais la question qui se pose maintenant où se manifestent les avantages du rapport harmonisation-normalisation, c'est-à-dire où se reflètent ces avantages. Les avantages du rapport harmonisation-normalisation se reflètent dans, d'abord, la qualité des produits, procédés et services. Deuxièmement, dans l'amélioration de la qualité de la vie, de la sécurité, de la santé et de la protection de l'environnement. Troisièmement, dans le principe d'économie concernant l'effort humain, l'énergie et les matériaux utilisés. Ces avantages de ce rapport harmonisation-normalisation se reflètent dans la promotion aussi d'une bonne communication claire entre les parties intéressées, dans un cinquième point qui est le commerce international, et ceci par la suppression des obstacles dus aux différences dans les pratiques nationales de chaque pays, et en dernier lieu dans l'efficacité industrielle, et ceci grâce à la maîtrise de la variété et à l'innovation. En d'autres termes, tout produit qui est conforme aux normes nationales, qui transpose les normes harmonisées, est présumé et est considéré conforme aux exigences fixées par les directives de référence de ce marché intérieur. En effet, l'application des normes a des effets favorables sur les entreprises car elle leur assure que leurs produits et leurs services sont conformes aux exigences du marché commun, sûrs et efficaces, et pour ne pas bien sûr être tombés dans l'irrégularité et l'infraction et être sanctionnés par la Commission de la concurrence de l'Union européenne. C'est grâce à ces normes, en effet, que le marché est devenu très transparent. La normalisation se définit dès lors comme un outil de communication qui permet aux différents partenaires économiques de se retrouver autour d'un langage commun. Sans oublier que la normalisation a aussi des conséquences positives sur la productivité et sur la bonne qualité des produits. Et ce qui est très important aussi est que la normalisation est liée infiniment à l'innovation. Et voir l'exemple, page 163 du livre. Étant un outil d'intelligence économique, de veille technologique et aussi vecteur de diffusion des innovations, la normalisation est au service des entreprises pour les rendre plus compétitives, comme on a déjà dit, et favoriser l'accès au marché international. C'est cette compétitivité qui va pousser, qui va motiver les entreprises à innover, à être plus créatives pour être, bien sûr, les meilleurs sur le marché. Sans oublier que dans un contexte de mondialisation et de compétition
internationale qu'on vit aujourd'hui, qui est très accrue, la normalisation facilite les échanges commerciaux, mais devient aussi un enjeu pour se positionner sur le marché. En effet, l'adage qui fait la norme détient le marché devient de plus en plus au cœur des réflexions des entreprises, et ce, partout dans le monde. De ce fait, la Commission européenne ne s'y est pas trompée quand, il y a un an, elle a inclus le rôle de la normalisation parmi ses 10 mesures phares pour stimuler l'émergence de l'innovation. Et donc, il devient crucial aux entreprises et organismes de recherche français d'intégrer désormais la normalisation dans leur stratégie de développement des innovations le plus en amont possible. Qu'en est-il de l'activité normative de la Cour de justice de l'Union européenne, des communautés européennes, c'est-à-dire comment intervient la Cour de justice dans ce domaine de la normalisation? Bon, là, vous devez absolument consulter les pages 164 à 167 du livre, parce qu'il y a sur ces pages le contenu de l'arrêt d'Assonville du 11 juillet 1974 et l'arrêt Cassis de Dijon du 20 février 1979. Ce sont deux affaires qui s'étaient présentées devant la Cour de justice où elle a, bien sûr, donné des sentences dans les arrêts, comme j'ai dit, d'Assonville et Cassis de Dijon. Et ces deux arrêts ont eu deux apports essentiels par rapport à cette théorie de l'harmonisation à la normalisation. D'abord, les exigences impératives, c'est-à-dire obligatoires, et en deuxième lieu, le principe de la reconnaissance mutuelle. Donc, à consulter sur les pages 164 à 167 du livre. Des années plus tard, la Commission va décider d'adopter une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et d'utilisation de la normalisation, et ceci dans deux objectifs bien précis: la limitation de l'harmonisation communautaire et le choix des moyens techniques par les entreprises. Là-dessus aussi, consultez la page 169 du livre. En ce qui concerne les quatre principes fondamentaux de la nouvelle approche établie par les institutions européennes, nous avons en premier lieu, ou bien le premier principe, l'harmonisation législative doit se limiter à des exigences essentielles de sécurité. Les produits, c'est-à-dire que les produits mis sur le marché doivent correspondre à ces exigences. De ce fait, ils bénéficieront de la libre circulation dans l'Union européenne. Donc, d'abord, l'harmonisation législative et le respect des exigences. Deuxième principe, les agents compétents en matière de normalisation industrielle sont responsables pour établir les spécifications techniques de fabrication de tous les produits. Ils tiennent compte de l'état de la technologie, bien sûr. Ces spécifications techniques n'ont pas de caractère obligatoire, mais elles conservent leur statut de normes volontaires. Ça, c'est le troisième principe. Le quatrième et dernier principe est que les administrations sont obligées de reconnaître aux produits fabriqués conformément aux normes harmonisées, c'est-à-dire les produits qui respectent la normalisation, on doit leur accorder une présomption de conformité aux exigences essentielles établies par la directive. C'est-à-dire dans le cas où le producteur ne fabrique pas selon ces normes,
la charge de la conformité de ces produits avec les exigences essentielles vont lui incomber. En effet, dans le cas où le producteur ne fabrique pas selon ces normes et ne respecte pas la réglementation de la normalisation, la charge de la conformité de ces produits avec les exigences essentielles va lui incomber, comme j'ai déjà dit. Cependant, l'harmonisation opérée par les instances communautaires peut être soit totale, soit partielle. Alors, dans le cas où l'harmonisation est totale, cela reste une méthode très longue et qui aboutit souvent à figer des situations juridiques. Par contre, l'harmonisation optionnelle, c'est-à-dire par option ou par partielle, reste une méthode très efficace et surtout la plus appliquée par la jurisprudence. Le cas exemple est celui du Cassis de Dijon, voire consultez pour cela la page 170 du manuel. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.